Pour présenter le passage qu'on va étudier aujourd'hui, ce passage de Manon Lescaut, donc qui commence à « Manon était une créature d'un caractère extraordinaire », c'est un passage de la première partie du roman. Commençons d'abord par introduire l'œuvre et l'auteur, puisque c'est ce qu'il faut faire le jour de l'explication linéaire à l'oral du bac. Manon Lescaut, c'est un roman qui a été écrit par l'abbé Prévost, donc écrivain du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle. C'est une œuvre qui appartenait, qui était le 7e tome d'un roman beaucoup plus long, d'un assez long roman, qui s'appelle Mémoire et aventures d'un homme de qualité. Le dernier tome d'ailleurs de ce long roman, et il a été censuré. Il a fait scandale, il a été censuré 2 fois même, en 1733 et en 1735. Et c'est aussi un roman qui s'inspire de la vie de l'abbé Prévost, lui-même. C'est pas l'histoire de sa vie, il faut pas dire qu'il est complètement autobiographique. Par contre, il a une dimension, une inspiration autobiographique. Dans ce roman, dans Manon Lescaut, pour commencer à situer le passage, le Chevalier des Grieux s'est lancé dans le récit de son histoire d'amour avec Manon Lescaut. C'est un récit encadré, parce qu'en fait le roman commence avec un récit mené par le marquis de Renoncourt. Or, le marquis de Renoncourt rencontre le Chevalier des Grieux, et c'est à ce moment-là que le chevalier commence à lui raconter cette histoire, immorale qui tourne autour du mensonge, d'escroquerie, de vol, d'infidélité, de prostitution. Et donc l'histoire de Manon Lescaut en elle-même, c'est ce récit encadré. Après la rencontre entre le chevalier et Manon, rencontre qui est illustrée sur cette image, et sur celle-là aussi. Après cette rencontre, le chevalier et Manon décident de vivre ensemble quelque temps, mais au bout de quelques semaines, déjà Manon trompe le chevalier et ils se séparent. Lorsque le Chevalier des Grieux et Manon se retrouvent par une sorte de coïncidence, ils décident de se remettre ensemble, donc c'est longtemps après, donc dans l'église de Saint-Sulpice. Le couple décide alors de s'installer à Chaillot, près de Paris à l'époque, même si aujourd'hui Chaillot c'est à Paris, c'est dans la capitale. À l'époque c'était une ville à côté de la capitale, mais très vite des problèmes d'argent apparaissent dans le couple. Le frère de Manon en profite et se fait payer ses dettes par les 2 amants, lui qui a beaucoup de dettes. Il est particulièrement malhonnête et corrompu et essaye d'emmener le Chevalier des Grieux dans cette vie d'escroquerie, de malhonnêteté. Mais des Grieux au début résiste et préfère se tourner vers son ami Thiberge qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus moral, et qui lui prête 100 pistoles, donc une petite somme, pour continuer à vivre. Et notre passage se situe donc juste après l'entretien entre les 2 amis Thiberge et le Chevalier des Grieux. Et à ce moment-là, le Chevalier des Grieux s'interroge sur le caractère de Manon et sur son rapport à l'argent. Il analyse ce rapport ambigu et paradoxal à l'argent. Je vais maintenant passer à la lecture de cet extrait donc. Manon était une créature d'un caractère extraordinaire. Jamais fille n'eut moins d'attachement qu'elle pour l'argent, mais elle ne pouvait être tranquille un moment avec la crainte d'en manquer. C'était du plaisir et des passe-temps qu'il lui fallait. Elle n'eût jamais voulu toucher un sou, si l'on pouvait se divertir sans qu'il en coûte. Elle ne s'informait pas même quel était le fond de nos richesses, pourvu qu'elle pût passer agréablement la journée, de sorte que n'étant ni excessivement livrée au jeu, ni capable d'être éblouie par le faste des grandes dépenses, rien n'était plus facile que de la satisfaire, en lui faisant naître tous les jours des amusements de son goût. Mais c'était une chose si nécessaire pour elle d'être ainsi occupée par le plaisir, qu'il n'y avait pas le moindre fond à faire sans cela, sur son humeur et sur ses inclinations. Quoiqu'elle m'aimât tendrement et que je fusse le seul, comme elle en convenait volontiers, qui pût lui faire goûter parfaitement les douceurs de l'amour, j'étais presque certain que sa tendresse ne tiendrait point contre de certaines craintes. Elle m'aurait préféré à toute la terre avec une fortune médiocre, mais je ne doutais nullement qu'elle ne m'abandonnât pour quelque nouveau bé lorsqu'il ne me resterait que de la constance et de la fidélité à lui offrir.
Je résolus donc de régler si bien ma dépense particulière que je fusse toujours en état de fournir aux siennes, et de me priver plutôt de 1000 choses nécessaires que de la borner même pour le superflu. Le carrosse m'effrayait plus que tout le reste, car il n'y avait point d'apparence de pouvoir entretenir des chevaux et un cocher. Je découvris ma peine à M. Lescaut. Je ne lui avais point caché que j'eusse reçu 100 pistoles d'un ami. Il me répéta que, si je voulais tenter le hasard du jeu, il ne désespérait point qu'en sacrifiant de bonne grâce une centaine de francs pour traiter ses associés, je ne pusse être admis à sa recommandation dans la Ligue de l'Industrie. Quelque répugnance que j'eusse à tromper, je me laissai entraîner par une cruelle nécessité. C'est donc un passage qui explique une décision assez importante que prend le chevalier des Grieux ici, qui est de jouer cet argent que son ami Tiberge lui a prêté dans des jeux de hasard. C'est aussi un passage qui met en scène son aveuglement amoureux, et la manière dont il voit Manon Lescaut est complètement biaisée, transformée par cet aveuglement. Il y a aussi un questionnement moral ici sur l'argent et sur le divertissement que propose l'abbé Prévost. La problématique qu'on va donc se poser est comment cet éloge paradoxal de Manon met-il en lumière l'aveuglement amoureux de Des Grieux. On peut distinguer 3 mouvements dans ce passage. D'abord, du début du texte jusqu'à sur son humeur et sur ses inclinations. Ce premier mouvement est la description de Manon, qui est une description tout à fait paradoxale, parce que c'est la description d'une personne attachée au divertissement et donc à l'argent, mais qui est prononcée par quelqu'un qui l'aime et qui l'admire pourtant. Le deuxième mouvement, de quoi qu'elle m'aima tendrement jusqu'à la fin de ce paragraphe, donc pour le superflu. Ici, c'est l'attitude aveugle de Des Grieux vis-à-vis des défauts de Manon qui est confirmée là. Et même la résolution qu'il prend de vouloir satisfaire aux besoins d'argent de Manon pour satisfaire ses plaisirs à terme, et sa crainte aussi qu'elle soit à nouveau infidèle s'il ne remplit pas, s'il ne répond pas à cette demande, cette exigence pécuniaire de Manon. Le dernier mouvement, c'est le dernier paragraphe, le carrosse m'effrayait jusqu'à par une cruelle nécessité, c'est la tentation de la corruption et du jeu de hasard, la tentation de jouer le peu d'argent qui lui reste. Et c'est monsieur Lescaut, ici, donc c'est le frère de Manon, qui tente le chevalier jusqu'à ce qu'il accepte d'ailleurs. Je me laissais entraîner par une cruelle nécessité. Voilà donc pour les mouvements. Maintenant, passons à l'explication de ce premier mouvement, en commençant par la première phrase. Manon était une créature d'un caractère extraordinaire. Ici, c'est clairement une expression d'une passion immense, une exagération aussi, avec le terme extraordinaire. Le mot de créature aussi à étudier, parce qu'il connote peut-être une créature qui n'est même pas humaine, une nymphe, une sirène, une créature dont on commence à percevoir déjà qu'elle est dans l'imaginaire, dans l'esprit du chevalier des Grieux. Et Prévost ne parle jamais directement du caractère de Manon. C'est pas Prévost, c'est pas l'auteur, c'est le narrateur personnage qui en parle ici. Et ce narrateur personnage, il faut jamais oublier que c'est un jeune homme aveuglé par sa première passion amoureuse. C'est à travers ce récit que nous commençons à douter d'ailleurs de la sincérité de la jeune femme, de la sincérité de Manon. Quand il continue en disant « jamais fille n'eut moins d'attachement qu'elle pour l'argent », avec cette hyperbole encore, marquée par l'adverbe « jamais », ça annonce un paradoxe ici, parce que elle serait la fille qui est la moins attirée par l'argent, mais, donc l'adversatif qui s'oppose au « jamais », à cet autre adverbe « jamais », cet adversatif indique une crainte de manquer d'argent, donc une forte préoccupation pour l'argent. Donc ici, pour excuser son amoureuse, pour excuser la femme qu'il aime, le chevalier de Grieux est prêt à jouer sur les mots ici, et à dire que cette préoccupation n'est qu'une crainte et non pas un attachement. Donc, ce n'est pas l'argent qu'elle aime, c'est qu'elle a peur d'en manquer. Donc c'est une façon de fragiliser Manon
ou en tout cas de la mettre dans une position de victime ici, de victime de cette peur de l'argent, puisque ce n'est pas à l'argent qu'elle est attachée, c'est à quoi? Il va y répondre à travers cette tournure qui commence par un présentatif, c'est, enfin à l'imparfait ici c'était, donc on appelle ça une tournure emphatique, qui va révéler ici l'objet de ses besoins, ici le plaisir et passe-temps. Et il y a quelque chose de paradoxal ici, parce qu'il lui faut, comme un besoin vital, des choses qui sont superflues, des choses qui sont justement l'inverse des besoins, ou en tout cas qui se distinguent des besoins, parce que ce sont des désirs ici, le plaisir et les passe-temps. C'est de ça qu'elle a besoin. Et le Chevalier des Grieux admet comme une nécessité des choses qui ne sont pas nécessaires. Et puis c'est aussi l'affirmation d'un caractère épicurien de Manon Lescaut ici. La phrase suivante justifie le fait que Manon a quand même besoin d'argent, même si elle en est complètement détachée selon le Chevalier des Grieux. C'est parce que l'argent est ce qui permet le divertissement. Donc ce divertissement, qui est vraiment une nécessité chez Manon, demande de l'argent. C'est comme une condition en fait de cette oisiveté à laquelle veut se livrer Manon. Et donc il y a ici, le lecteur est engagé par l'abbé Prévost à se moquer de l'aveuglement du Chevalier des Grieux et à juger, peut-être à blâmer cet attachement à l'oisiveté pour Manon qui est une nécessité de l'argent. Et ensuite, elle ne s'informait pas même quel était le fond de nos richesses, est vu comme une qualité de la part du Chevalier des Grieux. C'est la preuve qu'elle s'en fiche de l'argent et qu'elle est détachée des biens de ce bas monde, qu'elle a des préoccupations plus importantes. Et en fait, ça révèle l'absurdité du raisonnement du chevalier, et encore une fois son éblouissement face à l'amour que Manon lui inspire, parce que le fait qu'elle ne s'informe pas du fond de ses richesses, c'est plutôt, on peut l'interpréter, le lecteur est amené à l'interpréter, plutôt comme le signe d'une inconséquence totale, je vais le dire autrement, du fait qu'elle s'en fiche d'être pauvre, ou plutôt que son amant, le Chevalier des Grieux, soit pauvre, puisque ce qui l'intéresse, même dans la pauvreté, c'est de s'amuser. C'est-à-dire, il le reformule ici, le Chevalier des Grieux le reformule, passer agréablement la journée, c'est un euphémisme ici, ça veut dire se divertir par la dépense. Et ces dépenses, il va les nommer ici, elles sont grandes ici, ce sont les fastes de grandes dépenses, et puis aussi les jeux, donc les jeux d'argent ici, les maisons de jeux étaient à la mode, ici aujourd'hui on appelle ça des casinos, mais c'était déjà à la mode et il y en avait beaucoup dans Paris. On y jouait notamment aux cartes, au jeu du pharaon par exemple, qui était en vogue. Et ce qui est drôle aussi ici, ce qui peut faire sourire le lecteur, ce qui est ironique, c'est que donc, le Chevalier des Grieux, le narrateur ici, voit comme une qualité le fait qu'elle ne soit pas éblouie par le faste des grandes dépenses, comme une forme de courage, une forme d'audace de la part de Manon Lescaut, qui l'admire ici, parce qu'elle n'a pas peur de dépenser beaucoup. Et même son attrait pour les jeux, il est modéré ici, elle n'est pas excessivement livrée aux jeux. Et il poursuit en mettant en valeur une prétendue facilité à satisfaire Manon, donc comme si elle était pas si exigeante au fond, puisqu'il suffit de l'amuser. Il suffit de maintenir cette oisiveté. Donc il excuse complètement et il accepte complètement cette exigence quotidienne, il le précise ici, par cette circonstance temporelle qui est itérative, donc qui indique une répétition tous les jours, puisque c'est de son goût et donc expression fondamentale ici pour comprendre que le chevalier se plie à tous les goûts de Manon. La justification qu'il tente de faire aussi de l'attitude de Manon, elle passe par des tournures comme le de sorte que, donc des tournures de raisonnement logique ici, qui ont tendance à présenter comme naturel, comme nécessaire, découlant de la logique,
ce train de vie que Manon veut mener. D'ailleurs, il utilise ici aussi le mot de nécessaire à travers cette tournure, si nécessaire qu'il n'y avait pas le moindre fond à faire ici. Ces exigences matérielles pour l'amour de Manon, le chevalier des Grieux les veut bien remplir, et d'ailleurs, pour juger son caractère, il le dit ici dans cette dernière phase du premier mouvement. Je la reformule ici parce qu'elle est un peu compliquée avec cette expression « il n'y avait pas le moindre fond à faire sans cela ». En fait, ça veut dire que sans prendre en compte l'attrait pour le plaisir de Manon, donc cet épicurisme, cet hédonisme de Manon, eh bien, on ne pouvait pas la comprendre. Donc, ça veut dire que son humeur dépendait de sa satisfaction, de la satisfaction de ses plaisirs. C'est la seule manière de connaître Manon, en fait. C'est la seule manière de la comprendre. Donc, elle est entièrement livrée au plaisir. Bon, voilà, à la fin de ce premier mouvement, on peut peut-être prendre le point de vue du lecteur qui s'est attaché au Chevalier des Grieux, puisque c'est lui qui raconte cette histoire et qu'on a accès à ses sentiments, ses émotions, au fur et à mesure du récit. Eh bien, on peut avoir un mélange de sourire vis-à-vis de sa naïveté, puisqu'il s'aveugle lui-même ici, mais aussi une espèce d'amertume, parce que on se rend compte qu'il se trompe et que le pauvre Chevalier des Grieux, il va au-devant de grandes désillusions en pardonnant et en acceptant si facilement ce penchant au plaisir. Je reprends d'ailleurs une expression qu'il a déjà employée à propos de Manon Lescaut, donc ce penchant au plaisir qu'elle manifeste. Il se soumet complètement dans ce deuxième mouvement aux demandes et aux exigences de Manon, et c'est surtout par la crainte de l'infidélité qu'il s'y soumet. Il commence par une concession, quoiqu'elle m'aimât tendrement. Donc déjà ça commence mal, parce que cet amour tendre qu'elle lui porte est d'abord placé sous le signe de cette concession. Ici c'est une proposition subordonnée circonstancielle, je le précise parce que la question de grammaire peut porter sur les propositions subordonnées circonstancielles, et ici elle exprime une concession ici. D'ailleurs il y en a une autre, puisqu'elle lui est coordonnée, que je fusse le seul qui put lui faire qui put lui faire goûter parfaitement les douceurs de l'amour. Donc il affirme dans un premier temps cette exclusivité amoureuse, mais, ou en tout cas cette place particulière qu'il a dans son cœur, mais quand la tournure concessive arrive à sa deuxième étape, on comprend que l'amour de Manon ne suffira pas. J'étais presque certain que sa tendresse ne tiendrait point. Donc cet amour ne suffira pas à maintenir le couple sans l'argent. C'est ça, les craintes qu'il a. C'est la peur de manquer d'argent, de ne plus pouvoir lui satisfaire. Et d'ailleurs, il le dit très précisément dans la phrase précédente, puisqu'il a peur de l'irruption d'un nouveau B. Eh bien, ce personnage, il est le précédent amant de Manon Lescaut, avec lequel elle avait trompé le chevalier. Donc la hantise de cette infidélité lui revient. Et d'ailleurs, il le dit très clairement, il sait que s'il manquera d'argent, il ne doute nullement qu'à ce moment, elle serait infidèle, sans doute avec un nouvel amant plus riche que lui, capable en tout cas de lui offrir cette vie de plaisir qu'elle exige. Cette vie d'épicurisme qui demande beaucoup d'argent, qui exige des revenus et une source financière abondante, il la met en contraste avec la fidélité qu'il a à lui offrir. Donc la constance et la fidélité, qui sont deux synonymes ici. La constance à l'époque au XVIIIe siècle veut dire la fidélité. D'ailleurs, l'inconstance, c'est l'infidélité. On le retrouve dans La double inconstance de Marivaux, par exemple, cette pièce de théâtre qui met en scène un chassé-croisé amoureux où il y a un échange des amants. Je résolus donc de régler si bien ma dépense particulière que je fusse toujours en état de fournir ancienne. Ici, c'est l'affirmation d'une décision qu'il prend. Donc, le Chevalier des Grieux a bien compris et il en fait part à son lecteur ici, donc à Renoncourt, puisqu'il est censé raconter au marquis de Renoncourt son histoire. Il fait part du fait que la condition de l'amour de Manon, c'est satisfaire à la vie de plaisir et de luxe qu'elle veut vivre et qu'elle vit. Et la phrase suivante, dernière phrase de ce deuxième mouvement,
est particulièrement révélatrice et claire, notamment à travers cette affirmation, cette décision hyperbolique ici. Se priver plutôt de 1000 choses nécessaires que de la borner, c'est-à-dire de la limiter, même pour le superflu. C'est donc que Manon Lescaut passe bien avant lui-même. Ces 1000 choses dont il se prive sont nécessaires, alors que les choses qu'il veut donner à Manon sont superflues. Donc il a conscience de se sacrifier, de sacrifier ses besoins, de renoncer à son propre bonheur, et même plus qu'à son bonheur, enfin encore plus important peut-être, à une vie digne, convenable, à sa dignité, pour satisfaire aux désirs de Manon. D'un point de vue donc du moral, le lecteur peut être indigné lui-même de ce choix que fait le pauvre chevalier ici, et qu'il fait d'ailleurs de bon cœur ici, mais dans un aveuglement évident qu'il démontre ici à travers ce petit portrait moral de Manon. Le troisième mouvement, donc, qui est cette acceptation, d'abord la tentation, puis cette décision de donner son argent, de confier son argent à Lescaut pour les jeux, pour le hasard du jeu, comme il le dit ici. D'abord, il y a ce carrosse qui l'effraie plus que tout le reste, c'est le carrosse que Manon Lescaut veut avoir à disposition. Qui est une grande dépense en perspective, puisqu'il faut entretenir des chevaux et un cocher. Des chevaux et un cocher. L'expression « il n'y avait point d'apparence de pouvoir entretenir », ça veut dire il est évident qu'il ne pouvait pas, avec son argent, entretenir, c'est-à-dire payer des chevaux et le salaire d'un cocher. Ensuite, il met en scène à travers un discours narrativisé la petite conversation qu'il a avec Lescaut, et qui va l'amener à lui confier son argent. Donc le chevalier des Grieux est un héros décidément naïf et crédule, parce que ce qu'il fait dans cette conversation, ce qu'il commence par faire, après lui avoir découvert sa peine, donc son chagrin et ses préoccupations ici, eh bien il lui dit qu'il a 100 pistoles en poche, et 100 pistoles qu'il vient de recevoir de Tiberge, de son bon ami Tiberge. Et on comprend que Lescaut insiste, et même avait déjà insisté, sur la possibilité de jouer, c'est-à-dire de se livrer pour gagner de l'argent à cette activité de hasard. Lescaut a ici l'image diabolique d'un tentateur. D'ailleurs, il utilise le terme tenter, il utilise le verbe tenter ici. Puisque le chevalier des Grieux est déjà prêt à faire des sacrifices pour Manon, le mot de sacrifice ici prend un sens nouveau. Et donc il sacrifie cet argent pour subvenir aux besoins de Manon. Lescaut donc fait miroiter d'ailleurs une admission dans la Ligue de l'Industrie, donc ce club de joueurs, tricheurs d'ailleurs, souvent corrompus, qui sont donc des adeptes des jeux d'argent. Et donc Lescaut serait l'intercesseur pour faire entrer le chevalier des Grieux dans cette petite société de joueurs / tricheurs. Et il l'accepte ici, à la voix passive, je me laissais entraîner par une cruelle nécessité. C'est qu'il se laisse entraîner contre son gré ici, ou en tout cas, pas complètement contre son gré, mais à reculons, disons-le plutôt comme ça. Et il souligne bien ce dégoût, avec le terme de répugnance ici, pour cette décision, et plus précisément pour le fait de tromper, parce que justement la Ligue de l'Industrie repose sur le mensonge, sur la triche. Donc le chevalier des Grieux ici glisse dans ce passage-là sur la pente de l'immoralité et de la triche, de la tromperie, du mensonge. Donc Manon a besoin d'argent. Bon, le chevalier des Grieux croit que c'est parce qu'elle a besoin de s'amuser. Oui, sans doute, mais surtout, avant tout, elle a besoin d'argent. Mais le chevalier, lui, il a besoin d'amour. Donc dans cette relation complètement malsaine, dans cette relation amoureuse malsaine, la seule issue du chevalier des Grieux sous l'emprise de Manon est de tomber donc dans cette vie de tromperie, de mensonge,
d'accepter de gagner sa vie malhonnêtement à cause de cette tentation de Lescaut, du frère de Manon donc. Pour conclure, mettons l'accent sur le fait que les rapports entre l'argent et l'amour, c'est extrêmement important pour comprendre l'intrigue, pour comprendre les attitudes de ces personnages, surtout du chevalier et de Manon elle-même. Et il illustre ce passage particulièrement l'ambiguïté de la relation amoureuse entre Manon et Des-Grieux, et surtout la manière dont il témoigne son amour, le chevalier Des-Grieux, témoigne surtout aux yeux du lecteur d'un éblouissement, d'une naïveté grande qui le pousse non seulement à se négliger, à le pousser dans une vie indigne, se passer de 1000 choses nécessaires, mais aussi à se débaucher lui-même, se dépraver en se laissant gagner par la corruption. Ça, c'est la lecture la plus morale, disons, qu'on peut faire. Où l'abbé Prévost, ici, ferait un réquisitoire contre la vie immorale menée par Manon, qui profite de l'innocence et de la naïveté du chevalier Des-Grieux. Mais on peut aussi considérer que, ici, le récit nous plaît justement pour cela, parce qu'il met en scène la chute d'un personnage bon, innocent, pur, provoqué par une tentatrice et un tentateur, son frère ici, donc cette chute morale et économique, financière aussi, du pauvre chevalier. Et peut-être que le lecteur est très satisfait de cette dépravation qu'il est en train de lire. Voilà, donc est-ce que cette œuvre est morale ou immorale? La question ne se pose pas dans ces termes-là en fait, mais le lecteur est libre d'interpréter comme il veut une éventuelle leçon ou un éventuel propos moral que l'abbé Prévost serait en train de livrer ici. Et voilà, l'ouverture que je voulais faire, c'était de parler de Paul et Virginie, donc ce roman de Bernardin de Saint-Pierre, qui est publié donc à peu près 40 ans après Manon Lescaut, oui, à la fin du XVIIIe siècle, qui illustre, lui, un amour pur entre deux jeunes gens, Paul et Virginie. Et pourquoi je vous en parle? Parce que cet amour pur ne laisse pas de place à l'argent. C'est un amour sain, un amour tout à fait moral, et donc c'est un roman qui fait l'éloge de cette pureté jusqu'à sa fin tragique et pathétique. Mais Villiers de l'Isle-Adam, dans ses Contes cruels, a réécrit dans une nouvelle très courte l'histoire de Paul et Virginie, ou en tout cas a tourné en dérision l'histoire de Paul et Virginie, en intitulant une nouvelle Virginie et Paul, qu'il met à l'envers ce titre, comme pour annoncer la subversion qu'il va faire de ce roman d'un amour pur qu'est Paul et Virginie. Et dans Virginie et Paul, il raconte l'histoire d'un amour qui est motivé seulement par l'argent. Cet amour de l'argent et d'une situation financière, d'une situation économique stable et assurée, prend le pas sur l'amour que les deux jeunes gens étaient censés se porter. Donc voilà l'ouverture que je propose ici. Dans un premier temps, Paul et Virginie, contraste total avec la vision amoureuse la vision de l'amour que propose l'abbé Prévost ici, cet amour corrompu par l'argent. Et deuxième ouverture, donc l'inversion du titre Paul et Virginie, Virginie et Paul, un des contes cruels de Villiers de l'Isle-Adam, qui met en scène justement cette corruption de l'amour par l'argent, exactement comme le fait l'abbé Prévost ici dans ce passage de Manon Lescaut. J'espère que cette explication linéaire a été claire, qu'elle vous a été utile. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.